Bonjour, merci à ceux qui sont déjà descendus un petit peu. N'hésitez pas pour les autres à vous rapprocher. C'est effectivement, je préfère regarder les gens dans les yeux et c'est plus dur quand vous êtes vraiment haut. Écoutez, je pense qu'il faudrait être aussi interactif que possible. C'est pour ça que je vous invite à descendre et à m'interpeller parce que c'est un sujet... c'est complexe, ces trois domaines, interdisciplinarité, validation des acquis de l'expérience et éthique. Honnêtement, faire le lien entre les trois, peut-être que chacun d'entre vous l'a fait à titre personnel, mais c'est rarement professé simultanément, et je me sens pas de les professer. Je préfère vraiment essayer d'interagir plutôt que faire un cours ex cathedra. Donc merci à tous ceux qui ont accepté de descendre un petit peu, ça me facilite la vie. Donc je vais commencer par l'interdisciplinarité. C'est compliqué, l'histoire des disciplines. Elles se sont créées il y a bien longtemps pour la plupart d'entre elles, pour des bonnes raisons souvent, qui étaient de focaliser l'énergie et les esprits sur certaines méthodologies pour produire des données sur certains domaines. Donc ça a évidemment beaucoup de sens historiquement. La question c'est pourquoi l'interdisciplinarité aujourd'hui ? Si vous prenez par définition les grands problèmes du monde tels qu'ils existent, on n'a évidemment pas les solutions. Et ça veut dire qu'aucune discipline seule n'a la solution a priori de la plupart des grands problèmes de la planète. Et donc si vous vous intéressez à un problème un tant soit peu complexe, il y a des chances pour qu'il ait besoin d'apports de différentes disciplines. Donc moi j'aime beaucoup un proverbe japonais qui dit aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous. Et je pense qu'on peut probablement étendre ce concept aux disciplines et dire qu'aucune discipline n'est plus intelligente que l'ensemble des disciplines. Alors c'est un peu compliqué au pays d'Auguste Comte qui avait quand même fait une hiérarchie des disciplines, hein, vous vous en souviendrez peut-être au 19e, mais je pense que ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, et que je suis pas sûr que ça en ait jamais eu, mais je pense qu'aujourd'hui ça en a encore moins qu'hier. Et donc on a besoin de regards croisés et de différentes formes d'intelligence. Et donc ces différentes formes d'intelligence, on les acquiert tout au long de notre vie. Hein, ça c'est évident, je pense, pour tous ceux qui sont ici et qui s'intéressent à la validation des acquis de l'expérience et à leur reconnaissance. Hein, et ce qui est intéressant, c'est que on a le mot connaissance et le mot reconnaissance qui évidemment sont très proches. Et en anglais c'est knowledge et acknowledge. Il y a bien quelque chose de très profond qui relie ces deux mots. D'accord ? On reconnaît l'autre aussi, mais on reconnaît ses propres acquis, ses propres qualités, et on reconnaît l'autre pour ses acquis et ses qualités et ce qu'il peut nous apporter, en plus de le reconnaître en tant qu'être humain. Et donc on a besoin de cette reconnaissance et de cette connaissance. Et donc beaucoup de gens parlent de la société de la connaissance. Moi j'aimerais avoir au moins autant une société de la reconnaissance. Hein, parce que je pense que les deux doivent coévoluer, et donc on doit pouvoir reconnaître les apports de chacun au bien commun, qui inclut évidemment les connaissances, mais aussi tout un tas d'actions humaines ou orientées vers d'autres que les hommes. Je pense qu'on a besoin de reconnaître tout ça, et si la seule forme de reconnaissance c'est l'argent, qui est quand même une force dominante dans notre société, évidemment on a des problèmes. On le voit bien pour tout un tas de problèmes humains, sociaux, environnementaux, climatiques, etc. On a besoin de reconnaître différentes formes de contributions et pas simplement les contributions financières à notre société et à notre écosystème même, je dirais. Donc on a besoin de coupler connaissance et reconnaissance. Alors il y a un couplage historique entre la connaissance et la reconnaissance. Un diplôme reconnaît que vous avez acquis des connaissances dans un sujet donné. Un article scientifique reconnaît que vous avez contribué à produire de nouvelles connaissances dans un domaine particulier. La question, c'est comment est-ce qu'on peut inventer à l'heure du numérique d'autres formes d'acquisition de la connaissance et de reconnaissance de ces connaissances acquises et de ces contributions à l'ensemble de la société. Et donc là, je pense qu'il y a un défi qui est vraiment intéressant, et on a même besoin de métaphores pour ces nouvelles formes de connaissances et de reconnaissance. Hein, je pense que vous êtes comme moi et que vous avez probablement appris très récemment quelque chose via le numérique, par exemple. Mais a priori, cette connaissance que vous avez acquise via le numérique n'est pas reconnue. Donc, comment faire pour que déjà, il y a la connaissance qu'on peut acquérir en dehors du monde du numérique, et il y en a énormément, et en dehors du monde de l'école. Et cela, vous êtes au moins aussi expert que moi sur ce sujet, donc je ne vais pas l'aborder tellement. Par contre, via le numérique, aujourd'hui, on peut acquérir tout un tas de connaissances. Et comment faire pour avoir de la reconnaissance ?
Alors ceux d'entre vous qui bloguent, qui font des vidéos et qui produisent eux-mêmes à leur tour des connaissances et qui les exposent sur le web sont éventuellement reconnus pour leurs écrits, leurs vidéos, leurs apports à ce monde digital. Mais généralement, ces formes de reconnaissance, si vous avez contribué à différents endroits, il n'y a pas d'endroit qui permet de les agréger. Donc on peut très bien imaginer d'autres outils. Des fois, j'appelle ça OpenCIA. Vous connaissez tous la CIA classique. La version Open, c'est Open Collective Intelligence Agencies. D'accord. Et donc, ce qu'on veut, c'est promouvoir l'intelligence collective et l'agency, le sens, la capacité à être agent, à être acteur de la société. Comment est-ce qu'on peut inviter tous les collectifs, tous les individus membres de tous les collectifs, à contribuer à cette intelligence collective et à cette action collective? Et est-ce qu'on peut contribuer à les documenter et à les reconnaître? Donc c'est vers ça que je voudrais essayer d'orienter une partie de la discussion. Donc pour donner un exemple, je cherchais une métaphore pendant longtemps qui permet de symboliser la connaissance et la reconnaissance à la fois. Et je vous proposerai, peut-être que vous serez capable de m'en offrir d'autres, la métaphore de la chandelle ou de la bougie ou du flambeau. D'accord. Donc déjà c'est la lumière, et la lumière est associée à la connaissance depuis bien longtemps. Mais ça a un autre avantage par rapport à, par exemple, l'ampoule, qui est le symbole de la lumière aujourd'hui. Enfin en tout cas depuis longtemps maintenant, mais moins longtemps que le flambeau ou la bougie. C'est que si vous avez une bougie à la main, vous pouvez allumer une deuxième bougie sans rien enlever à la première. Et donc vous allez avoir deux bougies allumées. Alors que si on symbolisait la connaissance par des pommes ou par de l'argent ou par ce que vous voulez, la plupart des objets physiques, quand on les transmet, on ne les a plus. Alors que la lumière et la lumière et la connaissance, quand on la transmet, on l'a encore. Et donc, il y a bien quelque chose de multiplicatif dans la connaissance qui permet son accumulation, son développement et quelque chose d'autocatalytique qui explique d'ailleurs le succès des cultures humaines et de nos civilisations. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce symbole donc on a commencé à travailler avec ce symbole et on l'a proposé à quelques enseignants qui l'ont offert à leur classe. Et donc les enfants, par exemple, quand ils acquièrent une connaissance, reconnaissent celui qui leur a permis de l'acquérir. Donc au départ, on avait évidemment beaucoup de reconnaissance envers l'enseignant, c'est déjà très bien, mais c'était quelque part de l'auto-évaluation de la part des enfants. Et puis progressivement, il y a des enfants qui ont appris les uns des autres. Donc ils ont commencé à avoir non seulement de la connaissance, mais de la reconnaissance les uns pour les autres, pour les connaissances que les autres possédaient et qu'ils leur avaient transmises. Et puis, de manière assez intéressante, ils ont commencé à reconnaître non seulement les savoirs scolaires, mais progressivement des savoir-faire et des savoir-être. Donc on a des enfants qui, par exemple, ont reconnu que leur papa leur avait appris à faire du vélo, ou reconnu que leur grande sœur leur avait appris à être plus gentille avec la petite sœur. D'accord. Et donc c'est intéressant. Donc c'est juste ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on a initié ça, et on est en train de regarder comment les gens s'en emparent. Et donc on peut tous offrir de la reconnaissance à celui qui nous permet d'acquérir de la connaissance et voir ce que ça donne. Après on peut essayer de le formaliser, on peut essayer de le quantifier, on peut essayer de garder les traces numériques de tout ça. On peut le faire avec des bons points, on peut le faire avec dans un cahier, on peut le faire juste verbalement. Mais si on le fait juste verbalement, ça ne laisse pas de traces. Si on le fait sur un dispositif numérique, éventuellement, ça peut laisser une trace. Donc il y a un certain nombre de gens qui le font, par exemple, via Twitter aujourd'hui, et qui mettent des candles, des knowledge candles, des bougies de connaissance et de reconnaissance, et qui se les échangent. Donc voilà, c'était une petite expérimentation qu'on vient d'initier, mais j'aimerais être capable de pousser ça plus loin. Parce que si vous avez l'ensemble des bougies que vous avez reçues, et l'ensemble des bougies que vous avez données, et que vous les aviez dans un espèce d'open portfolio, eh bien, vous pourriez savoir plus facilement l'ensemble des choses que vous avez appris par le passé. Vous pourriez savoir pourquoi vous êtes reconnu dans l'écosystème de connaissances qui est le vôtre, et même par qui. Vous pourriez savoir qui vous les a donnés. Vous pourriez revisiter tout ça à intervalles réguliers en vous disant « ça, effectivement, c'était probablement le truc le plus important que j'ai appris l'année dernière », ce qu'on fait trop rarement. Et vous pourriez éventuellement avoir des métriques. Ça, c'est un peu technique, mais on peut, par exemple, essayer de prendre l'ensemble de ce que vous avez appris et de le projeter dans un espace de diplôme, par exemple. Et on pourrait comparer l'ensemble des connaissances que vous déclarez avoir appris et ce qu'il faut pour mériter tel ou tel diplôme. Et on pourrait vous dire que vous méritez 83% de ce diplôme et que si vous complétiez par telle ou telle chose, vous pourriez franchir une nouvelle étape.
D'accord ? Donc on en est encore loin d'avoir ça, mais techniquement, ce que je vous décris, il n'y a rien d'ultra innovant dans la technique. Il y a des choses innovantes dans les applications qu'on peut en faire, mais techniquement, je pense que c'est assez accessible aujourd'hui. Voilà, je vais peut-être passer à l'éthique. Et en fait, pour moi, il y a une éthique de la connaissance de toutes les manières, qui est qu'à partir du moment où on a de la connaissance, idéalement, ça nous permet d'agir de manière plus éthique. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, puisqu'il y a un certain nombre de pays, par exemple, qui étaient très en avance scientifiquement, comme l'Allemagne nazie ou l'Union soviétique, qui n'ont pas eu que des comportements éthiques. Hein. Mais néanmoins, il y a probablement des liens, parce que la connaissance nous permet d'agir plus efficacement et donc peut-être plus éthiquement. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas gagné. Il y a un poème de T.S. Eliot qui résume assez bien ces choses-là. T.S. Eliot dit « Où est passée la vie qu'on a perdue en la vivant ? Où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance ? Et où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information ?» Je pense que s'il était vivant aujourd'hui, il rajouterait « Où est passée l'information qu'on a perdue dans les données ?» D'accord ? Et donc pour moi, une des questions que je voudrais pouvoir débattre avec vous, c'est comment est-ce qu'on passe des données à l'information, de l'information à la connaissance, de la connaissance à l'éthique, à la sagesse et à la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et en quoi est-ce que ces nouvelles formes de connaissances que l'on acquiert, on peut les mettre au service du bien commun et du plus grand nombre et même de la durabilité de la vie sur cette planète ? Et je vais essayer de reprendre tous ces thèmes simultanément, si je puis essayer, c'est pas facile. Vous savez peut-être que les Nations Unies, vous allez lever la main, ceux qui connaissent ce qu'on appelle les objectifs du développement durable des Nations Unies. Ça m'intéresse de faire un petit sondage. D'accord. Bravo à ceux qui le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas de votre faute, les médias en ont très peu parlé. Mais les Nations Unies en l'an 2000 ont défini les objectifs du millénaire, qui étaient des objectifs planétaires, et ils s'étaient donnés jusqu'en 2015 pour les accomplir. Donc en 2015, ils ont fait un bilan qui honnêtement était pas très spectaculaire, même s'il y a eu quelques progrès dans certains domaines, et ils ont défini de nouveaux objectifs pour 2030 et ils les ont appelés les objectifs du développement durable. Il y en a 17 grands objectifs dans lesquels vous retrouverez le climat, la biodiversité, la pauvreté, l'éducation, la santé, le droit des femmes, le développement économique, etc. J'en passe, mais c'est tous des sujets qui sont fondamentaux pour la coexistence pacifique des humains sur cette planète et même la survie probablement de notre espèce à long terme. Et donc, je pense que c'est des sujets qui sont essentiels et pourtant, trop peu de gens les connaissent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs de la société civile mondiale qui se sont emparés de ces questions et qui ont commencé à les rendre accessibles au plus grand nombre, à commencer par les enfants. D'accord ? Et donc, il y a des petites vidéos qui expliquent chacun des 17 grands objectifs. Et ça a été traduit dans plusieurs langues, y compris le français. Il y a plein de pays qui s'en sont emparés, pas le nôtre encore, mais je ne désespère pas. C'est pour ça que je transmets ce genre de message. Et ça me paraît particulièrement important à divers égards. D'abord parce que c'est des enjeux planétaires et on en a tous besoin. Et donc on a tous besoin que nos enfants, et nous-mêmes d'ailleurs, comprenions ces enjeux, soient capables d'agir en conséquence. Mais on a aussi besoin de plus de connaissances, plus d'intelligence pour essayer d'avancer là-dessus et de plus de gens qui s'engagent. Alors ce qui est intéressant, c'est que les enfants qui voient ces vidéos, certains d'entre eux ont déjà commencé à s'engager. Parce qu'en fait, ces défis planétaires, ils ont tous un reflet local. Il y a malheureusement de la pauvreté dans nos quartiers, il y a des problèmes liés au climat, des problèmes liés à la santé, des problèmes liés à l'éducation, aux droits des femmes, etc. Donc comment est-ce que les enfants, c'est pas évident pour eux d'agir, et néanmoins, il y a des millions d'enfants qui se sont emparés de ce type de questions et qui ont commencé à agir. En France, il y a un très beau projet qui s'appelle Bâtisseurs de possibles, qui est le reflet de ce mouvement mondial qui s'appelle Design for Change à l'échelle globale. Et donc je vous encourage à regarder ce genre de choses si vous avez le temps et si vous voulez impliquer les plus jeunes là-dedans. Mais je pense qu'on peut aller encore un cran plus loin. C'est-à-dire que on peut, par exemple, et on est en train de le faire avec l'UNESCO, moi je suis titulaire d'une chaire de l'UNESCO sur les nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de mobiliser l'intelligence collective au service du bien commun. Et donc on peut par exemple inviter l'ensemble des étudiants et des élèves et même des autres, enfin, des lifelong learners, ceux qui apprennent tout au long de la vie, à s'emparer de ces sujets et à réfléchir dessus et éventuellement à être reconnus pour ce qu'ils font. Et là on revient vers ce problème de reconnaissance parce qu'aujourd'hui un engagement associatif, citoyen, c'est très bien, mais c'est pas forcément reconnu non plus.
D'accord. Et pourtant, si on s'engage pour la planète, d'abord c'est des problèmes très complexes, donc on va apprendre plein de choses, on va regarder ces problèmes avec l'apport de plein de disciplines, et en même temps, on va faire œuvre utile. Donc comment faire pour que, par exemple, les universités ou les écoles créent des diplômes qui donnent de la reconnaissance à ceux qui s'engagent pour chacun de ces grands objectifs. Donc voilà, ça fait partie des propositions sur lesquelles on est en train d'essayer de travailler en ce moment, et de manière générale, d'essayer de mobiliser l'intelligence collective, et une des manières de la mobiliser, c'est bien de donner de la reconnaissance à ceux qui s'engagent dans des comportements qui sont à la fois de l'acquisition de la connaissance, mais aussi des comportements fondamentalement éthiques, puisque c'est des comportements qui conditionnent en grande partie notre capacité à vivre ensemble sur cette planète aux ressources limitées. Donc voilà, ça fait partie des grands enjeux dont je voulais vous parler, et je pense que c'est encore plus important aujourd'hui qu'hier, ce que je suis en train de vous dire, parce que vous avez probablement vu tout le débat sur l'intelligence artificielle suite à la victoire au jeu de Go de l'intelligence artificielle de Google. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, Deep Blue, qui était l'ordinateur d'IBM, avait battu Garry Kasparov. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Garry Kasparov et de discuter assez longuement de ces sujets avec lui. Et ce que Garry Kasparov a fait, qui est moins connu, c'est qu'il a d'abord joué contre l'ensemble des humains qui souhaitaient jouer contre lui via Internet. Et il a pu montrer que, alors qu'il peut évidemment y avoir des cas de bêtises collectives, et le champion du monde précédent avait démontré qu'il avait écrasé le reste du monde parce que le reste du monde avait été collectivement bête. En changeant un tout petit peu les règles du jeu, et en tout cas les règles de l'interaction, en rajoutant tout simplement un système d'édition, qui en l'occurrence avait été fait par une jeune fille de 15 ans. D'accord. Donc ils avaient proposé un système de visualisation des possibles, et la jeune fille de 15 ans commentait les possibles. C'était elle-même une championne des États-Unis, et mais évidemment à un niveau bien inférieur aux champions du monde. Et elle faisait de la curation, elle faisait de la sélection des meilleures propositions de l'intelligence collective, et les gens votaient pour elle ou pas. Et tant qu'ils ont voté pour elle, Garry Kasparov a été mis en échec. Et ça a duré presque 80 coups. D'accord. Alors que la bêtise collective, ça va durer 20 coups. Donc il y avait une très grande différence. D'accord. Donc l'intelligence collective suppose un certain nombre de processus d'accompagnement, parce qu'autrement ça peut tourner à la bêtise collective, mais ça peut être extrêmement puissant. Donc ça, je pense que c'est une leçon très importante pour énormément de choses. L'autre chose que Garry Kasparov avait démontré, et qui est probablement très vrai au jeu de Go aujourd'hui, c'est que il avait organisé ce qu'il appelait des jeux d'échecs avancés, des compétitions avancées d'échecs, c'est-à-dire des compétitions dans lesquelles l'homme et la machine pouvaient jouer ensemble contre des hommes, des machines, ou des hommes et des machines. Et ce qu'il avait démontré en organisant ça, c'est que l'homme plus la machine, c'est mieux que la machine seule, qui est mieux que l'homme seul. D'accord. Et je pense que ça, c'est vrai dans toujours plus d'activités, y compris au jeu de Go aujourd'hui. Et donc ça nous pose tout un tas de questions sur quelle est notre valeur ajoutée à nous, quels sont nos emplois de demain, typiquement. Et je pense que c'est très lié à notre capacité, non pas à nous opposer aux machines, parce que je pense qu'on a besoin de plus d'intelligence et pas de moins d'intelligence, on a besoin de plus de capacité d'action sur le monde qui soit plus constructive, mais il faut savoir le faire avec la machine et inventer des formes de symbiose, pour utiliser un vocabulaire de biologiste, donc de vivre ensemble entre nous et ces intelligences émergentes et toujours plus capables de faire des choses et incapables d'en faire d'autres. Typiquement, la machine est capable de jouer au Go, mais elle n'est pas capable de comprendre même qu'elle a gagné. Encore moins que le match est terminé, encore moins de comprendre les émotions que peut avoir son adversaire, etc. Donc il y a énormément de choses qui sont très nettement de l'ordre du propre de l'homme encore aujourd'hui, mais c'est vrai que ces notions de propre de l'homme ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on aurait dit hier. Mais c'est vrai déjà depuis longtemps, en tant que biologiste, à chaque fois qu'on découvre qu'une espèce est capable de faire des choses qu'on croyait être les seuls à savoir faire, le propre de l'homme évolue. En tout cas, notre regard sur ce qu'est le propre de l'homme évolue. Donc par exemple, il y a un certain nombre d'espèces, dont les chimpanzés et certains oiseaux, qui sont capables d'utiliser des outils. D'accord ? Mais apparemment, on est la seule espèce à être capable de créer des outils qui peuvent créer des outils.
Voilà, donc on a un certain nombre de spécificités probablement. Je ne sais pas si un jour on trouvera qu'un chimpanzé est capable de franchir cette étape-là, ou une intelligence artificielle sera capable de faire autre chose. Mais donc c'est évidemment une définition qui est en partie dynamique, mais je pense que c'est des questions qui sont fondamentalement éthiques et fondamentalement au cœur de ce que c'est que la connaissance et la reconnaissance. Et donc et évidemment ça touche l'ensemble des disciplines. Hein. Donc je veux dire, vous m'avez demandé un regard interdisciplinaire. Assez nettement, on a besoin de sciences humaines, on a besoin d'informatique, on a peut-être besoin de biologie, d'évolution, de sciences cognitives, et j'en passe. Face à la complexité du monde, quand on en comprend ne serait-ce qu'une petite partie, on est déjà très satisfait. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un des multiples reflets de la réalité et que face à la vraie complexité, il y a besoin d'être capable au moins d'écouter les autres pour comprendre leur point de vue et co-construire ensemble des solutions.